Cet amendement a pour objet, chacun l'a bien compris, puisque nous en parlons maintenant depuis de nombreuses heures, de réécrire l'article 1er pour éviter les effets qui nous paraissent inconnus du verbe « garantir ». La rédaction proposée par cet amendement est la suivante. Elle préserve l'environnement. Cette phrase viendrait s'insérer après la troisième phrase de l'article 1er de la Constitution. Elle préserve l'environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique dans des conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004. L'intérêt de la rédaction, au-delà des propos qui ont été tenus depuis tout à l'heure sur l'analyse de la proposition gouvernementale, c'est d'établir à nouveau une articulation claire entre l'article 1er de la Constitution et la Charte de l'environnement. Et le deuxième avantage, c'est aussi... Certes, tout le monde évoque l'aspect symbolique, donc il y a une part d'aspect symbolique. Ne le négligeons, ne faut pas ne pas le considérer. Mais il y a aussi la volonté d'inclure expressément la lutte contre le dérèglement climatique que la charte elle-même ne mentionne pas. Voilà l'objet de l'amendement qui a été présenté à la commission des lois, pour lequel la commission des lois a émis un avis majoritairement favorable. Je rappelle que dans les règles en la matière, sur un texte constitutionnel, c'est le texte du gouvernement qui vient en séance et qu'il n'y a pas de texte de la commission. Les amendements sont tous discutés en séance. Voilà l'objet de l'amendement. Merci. L'amendement 3 de la commission du développement durable, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'amendement de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable est identique à celui de la commission des lois. Présente, à mon sens, 3 avantages, juridiques, politiques et symboliques. Juridique, le président de la commission des lois vient d'en parler. Il a démontré avec clarté en quoi cette nouvelle rédaction neutralise les risques même soulevés par le Conseil d'État. Le point politique, c'est que, en rappelant dans notre Constitution le rôle central de la Charte de l'environnement à l'article 1er, ça a une incidence comme une incitation pour mener des politiques publiques plus ambitieuses dans le cadre sécurisant de la dynamique conciliatrice du développement durable, préservation de l'environnement, développement économique et progrès social, sans pour autant créer de hiérarchie entre les principes constitutionnels, ni d'incertitude quant à leur responsabilité. Enfin, il y a un enjeu et un avantage symbolique en faveur de la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique, qui est un sujet qui est cher à la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Donc le fait que ça figure à l'article 1er de notre Constitution, aux côtés des valeurs éminentes de la République. La France figurait ainsi le premier pays État du Nord à faire référence au climat dans son texte fondamental. C'est pourquoi cet amendement a été largement adopté par notre commission. Merci. L'amendement 5, le président Retailleau. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, c'est donc un amendement identique aux 2 commissions qu'avec Hervé Marseille et de nombreux collègues, nous avons tenu aussi à présenter. Mais je vais le présenter avec un axe peut-être différent pour éviter des redites. Monsieur le Garde des Sceaux, on ne perd jamais son temps le dimanche matin à lire le journal. Et en règle générale, on en a pour son argent. Avant même que le Sénat n'examine ce texte dans une séance publique, ici, dans l'hémicycle, avant même d'ailleurs que le dialogue se soit noué entre notre Haute Assemblée et puis l'Assemblée nationale, le Sénat, un certain nombre de collègues, étaient accusés en réalité de bloquer la révision et de bloquer le référendum. C'était l'accusation portée par un certain nombre de porte-paroles, j'imagine, de l'exécutif et du président de la République. Je dois dire que c'est très injuste parce qu'on avait connu cette injonction de voter conforme par rapport à telle ou telle assemblée, et maintenant il faudrait qu'on vote conforme par rapport à une assemblée de citoyens, 150 citoyens tirés au sort. La démocratie du hasard, la démocratie de la courte paille. Bien. Je trouve que le reproche qui nous a été fait hier est particulièrement injuste. On ne peut pas reprocher aux commissions du Sénat et au Sénat de faire un travail de fond. Et nos commissions, et je voudrais saluer à la fois le rapporteur, le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, et puis Guillaume Chevrollier, nos commissions l'ont fait, cet examen, après de nombreuses auditions et en tenant compte aussi du Conseil d'État. Parce que ce terme de préserver,
que l'on propose. Ce n'est pas une lubie du Sénat. Il a d'ailleurs été proposé, monsieur le garde des Sceaux, par votre majorité il y a un peu plus d'un an. Et il a été aussi suggéré par le Conseil d'État. Et si on le retient, c'est pour deux raisons que je tiens à rappeler. C'est le mot garantie, c'est l'introduction du virus de la décroissance dans notre Constitution. Au moment même où les 3/4 de nos concitoyens, relisez la dernière étude, elle est toute fraîche, de Fondapol, souhaitent qu'on puisse concilier, rendre compatible le développement économique et le développement environnemental. C'est clair. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes le pouvoir constituant, nous sommes les représentants du peuple et nous n'abandonnerons pas notre responsabilité pour un gouvernement des juges. Ça a été répété à plusieurs reprises. C'est à nous que cette responsabilité revienne. Et le Conseil d'État l'avait très bien indiqué que ça ouvrait un champ des possibles important. Alors, monsieur le garde des Sceaux, nous sommes tout à fait, comment dirais-je, ouverts pour un référendum. J'aimerais d'ailleurs voir le résultat d'un référendum. Et si le président de la République le souhaite, alors il lui appartient d'entrer dans un dialogue. Merci, sinon, monsieur le président. Ça serait une manœuvre, la démocratie en serait abîmée et l'écologie aussi, je crois. Merci, monsieur le président. Amendement 19 n'est pas défendu, il tombe. Amendement 13, monsieur Benarroche. Merci, monsieur le président. L'amendement 13, en fait, souhaite intégrer dans l'objectif de préservation de l'environnement, de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique la notion d'amélioration constante. Ce principe permettrait de consacrer une obligation positive pesant sur l'État quant aux exigences de protection de l'environnement qu'il s'est lui-même fixé. L'objectif d'amélioration constante de l'environnement n'a aujourd'hui qu'une valeur législative, inscrite à l'article 110-1 du Code de l'environnement. Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Afin de renforcer sa portée juridique et d'élargir son champ d'application, ce principe doit être élevé au rang constitutionnel dans le but de lui conférer une valeur égale à celle des principes constitutionnels de droit de propriété et de liberté des entreprises, généralement utilisés pour autoriser la mise sur le marché, par exemple, des néonicotinoïdes et de certains produits phytosanitaires extrêmement nocifs pour la santé et l'environnement. La France pourrait ainsi être juridiquement mieux armée pour se conformer aux objectifs instaurés par l'accord de Paris et plus généralement à ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion de la résilience. Je rajouterai bien entendu que si par extraordinaire, l'amendement présenté conjointement par les deux commissions et les rapporteurs des deux commissions, ainsi que par les groupes, par M. Retailleau et les groupes LR et Union centriste, n'était pas adopté, bien entendu, en conformité avec notre position et la cohérence de notre position, nous retirerons cet amendement de façon à ne pas modifier le texte de loi original et à permettre d'aller jusqu'au référendum que M. Retailleau souhaite. Merci, chers collègues. Enfin, l'amendement 11, le président Kanner. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux. Finalement, le président de la République n'a plus qu'une seule idée en tête, sa réélection. Mettons une petite couche de vernis vert sur le bilan et les Français n'y verront que du feu. Voilà à quoi ressemble ce projet de loi constitutionnelle, c'est confondre la Constitution avec un tract de campagne. Mais les Français n'ont pas la mémoire courte. Ce gouvernement, c'est celui qui garantit l'utilisation même partielle dans le temps, je le vous concède, des néonicotinoïdes et du glyphosate, l'artificialisation et le forage des sols, la persistance du chlordécone, la multiplication d'accords bilatéraux de libre-échange sans clause environnementale. C'est ce gouvernement, qui a amoindri les propositions de la Convention citoyenne pour le climat quand il ne les a pas tout simplement effacées. Mes chers collègues, et voilà que ce même gouvernement s'estime, cette fois-ci sans filtre, lié à la lettre même d'une proposition de cette Convention, une proposition que nous partageons, celle d'élever la protection de l'environnement au rang de garantie constitutionnelle. Mais ce débat constitue aussi une occasion rare pour le Parlement d'enrichir notre arsenal constitutionnel en matière de protection de l'environnement. Cela fait plus de 15 ans que le peuple français n'a pas été consulté. Cependant, la démocratie impose que ce référendum ne se limite pas à un symbole dans une logique purement plébiscitaire. On aurait pu espérer l'inscription de la règle verte, le principe de la non-régression, l'introduction d'un véritable crime d'écocide, etc. Mais le gouvernement n'affiche aucune volonté de débat ouvert et de travail collectif.
Il veut faire endosser au Sénat, je crois que tout le monde l'a bien compris, la responsabilité de l'échec d'une réforme constitutionnelle. Cette dernière année de mandat porte décidément la marque des manigances et des faux-semblants. La ficelle est un peu grosse. Oui, non, oui, mais non. Voilà à quoi ressemble la politique du gouvernement, notamment pour la levée des brevets sur les vaccins. Non, oui, peut-être, on ne sait pas. Idem encore pour cette réforme de la Constitution. Pas de référendum, puis nouveau renoncement. Monsieur le ministre, votre valse à 3 temps se joue au détriment de nos compatriotes. Et si vous aviez voulu plomber cette réforme constitutionnelle, vous n'auriez pas fait mieux. En tout cas, l'absence d'un vote en termes identiques lors de cette première lecture ne fait pas obstacle à la tenue du référendum. C'est le b.a.-ba de la procédure liée à l'article 89. La discussion peut se poursuivre si vous le souhaitez. Dans ce cadre, le groupe socialiste, écologiste et républicain se bornera à une seule proposition, celle qui a été portée par ma collègue Nicole Bonnefoy dans le cadre de sa PPLC, qui n'a pas été malheureusement acceptée le 20 décembre. Concluons, le 10 Monsieur le décembre Président. dernier. Je conclus. L'ensemble des biens communs mondiaux, au rang desquels figurent notamment le climat, l'eau, la santé, doivent être reconnus dans la Constitution. La France en sortirait grandie, Monsieur le Président, dans le prolongement du rôle qu'elle a joué dans les négociations sur la COP21 en décembre 2015, l'existence d'un premier accord universel sur le changement climatique. Merci. Continuons à être exemplaires devant les autres États de cette planète. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, sur les amendements 13 et 11, l'avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président, préalablement, évidemment, je ne reprends pas l'amendement numéro 2, mais sur les 3 et 5, ils sont identiques, donc pas de difficulté particulière. Sur l'amendement 19, il a été retiré. Sur le 13, nos collègues du groupe écologiste veulent inscrire donc dans la Constitution que la France garantit non seulement la préservation de l'environnement, c'est-à-dire conserve en réalité la rédaction proposée par le gouvernement, mais aussi son amélioration constante. C'est un avis défavorable, car l'amendement conserve d'abord le verbe « garantir », c'est la première chose avec laquelle la Commission n'est pas d'accord. Et je voudrais simplement indiquer que la Charte de l'environnement, dans son article 2, est parfaitement claire sur la notion d'amélioration, puisqu'il indique, il dispose, plutôt cet article, « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Et nous savons tous que la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle, puisqu'elle fait partie du bloc constitutionnel. Donc dans l'absolu, votre amendement est en tous les cas satisfait de mon point de vue, indépendamment du fait que vous conservez le verbe « garantir ». Enfin, sur l'amendement numéro 11, c'est également un avis défavorable. Je rappelle que la notion d'ensemble des biens communs mondiaux reste encore extrêmement floue pour être inscrite dans la Constitution française, que par ailleurs, nous avons eu un excellent rapport, et je vous conseille à chacun d'entre nous de se reporter au rapport de notre collègue Arnaud de Belenet sur ce sujet, qui a rapporté un texte et qui avait conclu effectivement en décembre dernier au rejet de l'usage de cette notion, compte tenu justement de son caractère encore pas suffisamment défini. C'est la raison pour laquelle la Commission, sur l'amendement numéro 11, a émis un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, sur les 5 amendements en discussion commune. Merci, Monsieur le Président. D'abord, un petit mot ou quelques petits mots au pluriel pour contextualiser ma réponse. J'entends tout à l'heure les inquiétudes de l'un d'entre vous, disant « mais où est la démocratie ?» Un peu comme Diogène cherchant la justice. Mais la démocratie, elle est partout. D'abord, la Convention citoyenne. Alors, on peut ne pas en penser du bien. Certains, d'ailleurs, l'expriment avec beaucoup de liberté. Pourquoi pas ? Et du talent, naturellement. Mais 150 citoyens qui se réunissent, qui disent un certain nombre de choses qu'il faut entendre. Le président de la République a entendu ces choses. Il a repris ces mots. Il les a proposés à qui, d'abord ? Naturellement, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a fait également un travail qui est un travail purement démocratique. Il y a aussi des juristes à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi. Parce que M. Bas disait tout à l'heure, personne n'a le monopole de l'écologie. C'est vrai, mais personne n'a le monopole de la perfection juridique. D'ailleurs, Madame la sénatrice Boyer a souhaité d'autres mots que ceux que la Commission avait retenus. Ça fait partie du débat démocratique. Chacun vient ici avec ses mots. Et vous-même, Monsieur le sénateur Retailleau, vous aviez proposé d'ailleurs une modification de la Constitution. Ça tournait autour de la laïcité. Avec M. Bas, d'ailleurs, Monsieur le questeur, et vous étiez attaché aux mots que vous proposiez. Donc il est bien normal que le gouvernement soit attaché aux siens. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Alors, maintenant, je vais essayer de répondre sur le fond aux 3 amendements identiques, les 2, 3 et 5.
proposé de remplacer le projet d'article en débat par un autre projet en réalité, selon lequel la France préserve l'environnement. Et je ne peux qu'être défavorable à ce projet s'il tend, comme je le crains bien sûr, à vider de sa substance l'avancée proposée par la Convention citoyenne. Vous reprochez au gouvernement à la fois de faire une réforme inutile, mais vous ajoutez dangereuse, ce qui est oxymorique d'une certaine façon. Mais par cette rédaction, vous risquez de priver de toute portée la révision constitutionnelle que nous entendons mener. Et vous la rendrez cette fois, en effet, purement symbolique. La rédaction que vous proposez n'ajoute rien à ce que prévoit déjà la Charte de l'environnement, hormis la notion de dérèglement climatique que nous proposons nous-mêmes. Vous semblez considérer que l'intérêt de votre rédaction est d'opérer un renvoi à la Charte de l'environnement, mais un tel renvoi existe déjà dans le préambule de notre Constitution. Votre rédaction apporte une fragilisation quant aux droits applicables en matière environnementale, en affirmant que la France préserve l'environnement dans des conditions prévues par la Charte de l'environnement. Vous semblez exclure toute autre norme, et en particulier le Code de l'environnement. Les règles applicables en matière de protection de l'environnement ne sont en effet pas toutes prévues dans la Charte. À l'inverse, le projet porté par le gouvernement apporte une véritable plus-value à l'état du droit actuel, grâce à l'emploi du verbe « garantir », qui entend précisément renforcer les engagements de la France en matière environnementale. Et il s'agit là d'introduire une véritable obligation d'action positive à la charge des pouvoirs publics. L'emploi du verbe « garantir » revient à mettre à la charge de l'État, selon les termes mêmes de l'avis du Conseil d'État, une quasi-obligation de résultat à assurer la préservation de l'environnement ou, si vous préférez, une obligation de moyens renforcés. L'intensité de l'engagement ainsi créé pourrait être la source d'un élargissement de la responsabilité pour faute de l'État, mais c'est à ce prix que le renforcement de l'action des pouvoirs publics se concrétisera. Il s'agit là d'une exigence impérieuse au regard de la dégradation actuelle de la situation que vous soulignez vous-même. Pour ces raisons, le gouvernement ne peut être en l'état que défavorable à ces amendements. Et puisque j'ai introduit mon propos en rappelant et en rassurant tout le monde sur le fait que la démocratie était bien présente dans le cadre de ces débats, la démocratie suivra son cours. Il y a une navette parlementaire, si nous ne sommes pas d'accord, bien sûr. Et nous nous rejoindrons, monsieur le sénateur, sur les aspirations qui sont les vôtres. C'est vrai que c'est utile de lire le journal le dimanche. J'avais lu notamment que c'était pas la peine de venir ici, que j'y suis quand même, parce que je crois dans la démocratie. Et je crois, je l'ai d'ailleurs déjà démontré, que l'on peut partager sur un certain nombre de textes, au-delà de ce qui peut nous séparer, un véritable travail constructif. Mais je suis défavorable aux amendements que vous présentez. Il m'en reste deux, j'y suis également défavorable. C'est l'amendement qui est déposé par monsieur le sénateur Benarroche, qui veut intégrer le principe d'amélioration constante, aussi appelé principe de non-régression. Je me suis expliqué longuement déjà sur cette question. Quant à l'amendement déposé par monsieur le sénateur Kanner, vous souhaitez intégrer dans la Constitution la notion de biens communs mondiaux. C'est très beau, oui, monsieur le sénateur Sueur, c'est très très beau, mais ça n'est pas suffisamment précis pour intégrer la Constitution. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, vous vouliez rajouter un petit mot ? Président, pour indiquer quand même à la Haute Assemblée que nous avons parfaitement connaissance du Code de l'environnement, mais qu'il y a un principe de hiérarchisation des normes. La Constitution a une valeur supérieure à la loi, qui elle-même a une valeur supérieure au règlement, qui lui-même a une valeur supérieure au décret. Et que, par définition, la Constitution couvre l'ensemble du dispositif et ne cite jamais une loi. Vous avez raison, monsieur le ministre, de le rappeler, monsieur le ministre Richard. Et puis enfin, nous sommes déjà expliqués sur les conséquences du terme « garantir », plus ou moins sur le doute que nous avons sur ces conséquences, telles qu'il résulte des auditions que nous avons eues
et tel qu'il résulte surtout, j'allais presque dire, de l'avis du Conseil d'État du mois de janvier dernier, qui de ce point de vue-là est d'une grande clarté. Voilà simplement ce que je voulais dire. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, j'ai plusieurs demandes d'explication de vote. Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs points. Sur la Convention citoyenne, je pense qu'il mérite ni excès d'honneur ni indignité. Et je ne pense pas qu'il faille traiter avec condescendance les travaux qui ont été réalisés par 150 citoyens. C'est une procédure de jury citoyen qui est utilisée dans beaucoup de démocraties et elle vient compléter la démocratie représentative et je pense qu'on doit la prendre au sérieux. Sur la procédure, et c'est là qu'on est tous d'accord, on tombe aujourd'hui dans la manœuvre. Mais c'est regrettable parce que ça dépend uniquement du gouvernement. Et ce que laisse entendre le gouvernement, ou ce qu'il laisse suggérer, ou ce qu'on pourrait comprendre, c'est que tout simplement, alors que la navette pourrait se poursuivre, elle serait arrêtée, ou elle pourrait être arrêtée par le président de la République en faisant endosser la responsabilité au Sénat. C'est ça qui n'est pas tolérable en soi, c'est la posture qui n'est pas tolérable. Sur la question du gouvernement des juges, moi j'entends, mais je suis assez kelsénien quand même. Et je sais une chose, c'est que nous avons tous été contents que, d'une certaine façon, le juge constitutionnel prenne toute son existence en France, qu'en donnant une valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution, en donnant une valeur constitutionnelle à la DDHC, en donnant une valeur constitutionnelle et en dégageant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en dégageant des principes particulièrement nécessaires à notre temps, eh bien, le juge constitutionnel est aussi une garantie des libertés. Donc je ne pense pas non plus qu'il faille forcément qu'il y ait toujours une opprobre sur son rôle. Maintenant, sur l'amendement en tant que tel, on ne peut que le regretter, parce que, de fait, cet amendement vient minorer une rédaction qui n'était peut-être pas parfaite, mais qui existait. Et là, on a une vraie minoration, et la légèreté du gouvernement ne sous-entend pas qu'il faille aller dans une logique de moins 10 ans, ce qui est le cas de l'amendement retenu par le rapporteur président de la commission des lois. Accorder une place aussi importante au verbe « garantir », alors qu'on sait très bien que celui-ci n'a pas forcément les effets qu'il prétend, que le rapporteur prétend qu'il ait, notamment, on le sait bien, sur la loi garantie à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Si c'était le cas, on n'en serait pas là. Et en fait, vous savez très bien que le verbe « favoriser » a donné plus d'impact que le verbe « garantir ». On est là uniquement dans une querelle sémantique qui permet de faire en sorte justement de se dégager du fond. Et c'est ça qui est extrêmement regrettable. Quant à dire que la charte de l'environnement s'applique en la reprenant dans cette même rédaction, je ne pense pas que ça apporte grand-chose. Merci, en cher fait, collègue. Nous ne pourrons pas voter cet amendement pour toutes ces raisons. Merci, cher collègue. Madame Benbassa, pardon. Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons vu, le Sénat a vidé ce texte de sa substance. On n'a pourtant pas besoin de rappeler la réalité du réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement. La situation est plus que préoccupante, menaçante. Les responsables politiques que nous sommes ont une seule mission, trouver des solutions et les mettre en œuvre. Cette inscription constitutionnelle aurait affiché clairement l'engagement écologique du gouvernement et du législateur. La majorité sénatoriale, en cette période électorale, n'avait nulle envie de faire un cadeau au gouvernement. Et pourtant, ni les profits, ni les dividendes, ni la prospérité économique ne seront en mesure d'arrêter la destruction en cours de la planète. Les jeunes ont compris l'urgence. Eux, c'est pour cette raison qu'ils sont des dizaines de milliers à réclamer dans les rues des garanties et une lutte véritable contre le dérèglement climatique. Dans la version retenue par le Sénat, la République préservera l'environnement et la diversité biologique et agira contre le dérèglement climatique. On ne lutte pas ici, on ne garantit rien. Ainsi aura-t-on également trahi la demande de la Convention citoyenne pour le climat qui, selon la majorité sénatoriale, était une manière de faire primer l'écologie sur l'économie. Le projet est donc dans l'impasse. Le texte adopté par le Sénat sera différent de celui de l'Assemblée. C'est quasiment acté. Il n'y aura pas de référendum.
Le président Macron a sûrement d'autres préoccupations en cette période riche en scrutins. La faute à qui? À tous ceux qui ne voulaient pas que ce projet aboutisse. Une fois de plus, l'écologie a été sacrifiée. À certains, elle ne sert de temps à autre qu'à verdir un peu les bulletins de vote. Merci. Chers collègues, M. Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Je dois avouer que je suis quand même un peu déçu par la nature du débat. Alors certes, ça a été répété maintes fois, on ne touche à la Constitution qu'une voix tremblante, mais au moment du débat, ça doit être le moment du souffle quand même. Un débat où on parle de la Constitution et où on parle de l'intégration des enjeux environnementaux dans la Constitution devrait avoir du souffle. Se dire quelle est notre responsabilité collective face à ce débat. Au lieu de ça, on a énormément de calculs politiciens. Comment on se positionne par rapport au président, ce qui va être gagnant, perdant. Et puis, on a surtout beaucoup de discours, d'interventions pour dire, et ce n'est pas très différent d'ailleurs, porté par d'autres sur la loi climat, mais finalement, la société française, l'économie française n'est pas capable de garantir la préservation de l'environnement. Et quand on agite le spectre de ce mot galvaudé de la décroissance, c'est ce qu'on dit globalement. Et ça fait finalement une assez petite société française. Alors certes, il faut lire toujours le journal tous les matins, on le fait à peu près tous, mais c'est intéressant aussi de lire la Constitution et de lire les préambules de la Constitution, et notamment de relire 1946. Je vais vous relire le préambule de 1946. Grande période, on sort de la guerre, c'est la victoire, c'est écrit ainsi dans la Constitution, dans le préambule de 46, la victoire des peuples libres. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le préambule de 46 ? Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Tout être humain, pas seulement français, tout être humain. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec cette crise terrible sur l'écologie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année à travers le monde? Que l'environnement, la dégradation de l'environnement est devenue une des grandes atteintes aux droits de l'homme. Et ce qui est proposé aujourd'hui, et moi je l'entends comme ça, à travers les termes utilisés, c'est que la France assume ce qui est son histoire universaliste. Non pas qu'elle soit souffreteuse sur son incapacité à intégrer ces enjeux dans sa propre économie, mais qu'elle aille vers le monde en disant « nous, on lutte, nous, on garantit ». C'est l'histoire française. C'est pour ça qu'il faut que ce soit dans la Constitution. Et je regrette vraiment que dans le débat aujourd'hui, on casse finalement ce qui est l'essence de 1789 et du préambule de 46. Merci, chers collègues. Monsieur Dossus. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Donc, on l'a dit, nous souhaitions que cette réforme de la Constitution soit présentée devant les Françaises et les Français rapidement et dans les termes adoptés par la Convention citoyenne, sans filtre. Nous ne voterons pas donc cette version édulcorée par la droite, qui de son aveu même ne souhaitait pas de nouveaux effets juridiques, renonçant à toute ambition climatique pour notre Constitution. Chers collègues, vous évoquiez souvent le risque d'incertitude et d'instabilité juridique induit par les rédactions initiales. Mais ces risques d'instabilité sont rien face à ceux que fait peser le chaos climatique sur nos vies et sur nos institutions. Tout ceci a été chiffré par différents rapports scientifiques ou économiques. Les assureurs le disent, le coût de l'inaction climatique sera bien plus élevé que celui de l'action. Donc oui, notre République doit désormais intégrer les limites planétaires dans sa Constitution et donc garantir la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Le temps est venu d'avoir un cadre juridique constitutionnel pour réguler l'ensemble de notre action publique. Nous avons obligation de réussir, c'est ce que le terme « garantie » implique. Et puis, soyez cohérents. Depuis des mois, vous accusez les élus écologistes, pourtant portés au pouvoir démocratiquement dans certaines villes, d'être les tenants d'une idéologie totalitaire, les caricaturant en despotes de la piste cyclable. La nouvelle dictature, avons-nous entendu ? Vous aviez l'occasion d'avoir recours au peuple pour enfin avoir un grand débat démocratique sur l'avenir climatique de notre République. Vous aviez l'occasion de faire trancher par les Françaises et les Français le vrai choix de société pour ou contre un avenir durable garanti par notre Constitution. Vous avez préféré le renoncement, vous reculez face aux défis démocratiques. Je voterai comme mon groupe contre cette nouvelle formulation qui passe totalement à côté de l'enjeu. Merci. Merci, chers collègues. Le président Gontard.
vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Moi, je voudrais quand même aller dans le même sens. Bien sûr que nous ne voterons pas ces amendements de 3 et 5, mais je voudrais revenir sur la version actuelle. Le terme « garantie » signifie à minima pour la République, pour les gouvernements dont elle se dote et pour les collectivités locales, une obligation de moyens. En dépit de toute alternance, en dépit de tous les aléas, tant que la forme républicaine du gouvernement demeurera, ces derniers devront agir positivement pour préserver l'environnement, la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Ce n'est pas rien. Oui, effectivement, c'est contraignant. C'est une avancée majeure à laquelle on ne peut pas décemment s'opposer, surtout quand on clame haut et fort que l'écologie n'appartient pas à un parti, que tout le monde souhaite protéger l'environnement. Dans ce cas, cessez de proclamer et agissez en vantant ce texte en l'état. Ne pas le voter signifie que vous ne souhaitez pas que la République agisse positivement en toutes circonstances pour l'environnement. Cela signifie que vous avez d'autres priorités et que vous préférez défendre une somme d'intérêts privés plutôt que l'intérêt général, scientifiquement admis par les chercheurs du monde entier. Dans ce cas, il faut tout simplement l'assumer. Cette obligation d'action est une première étape, mais elle n'est pas suffisante. Agir pour préserver un environnement déjà partiellement dégradé, c'est stopper l'hémorragie, mais il faut aller beaucoup plus loin et agir pour améliorer constamment cet environnement. C'est une traduction constitutionnelle du principe de non-régression du droit environnemental. Le caractère seulement législatif de ce principe est insuffisant, comme l'a montré la décision récente du Conseil constitutionnel sur le projet de loi que nous avons débattu ici, réintroduisant les néonicotinoïdes. Mais les écologistes sont sobres et ainsi nous nous contenterons de la présente proposition et invitons le Sénat à faire de même en rejetant l'amendement du rapporteur. Et je pense qu'il faut suivre les conseils de Bruno Retailleau. Et effectivement, c'est un vrai sujet. On doit débattre et je pense que nos concitoyens doivent débattre et qu'on doit aller vers le référendum. Merci, Monsieur Benarroche. Merci, Monsieur le Président. Je suis sûr que vous attendiez mon intervention avec impatience, chers collègues. Voilà. Mais, vous le savez, le moment où l'on refuse d'avancer est toujours un moment grave et un moment signifiant, qui sera noté, qui sera retenu, parce qu'il sera noté qu'aujourd'hui, nous avons refusé d'avancer. L'amendement que vous nous proposez est l'illustration d'une contradiction assez dérangeante. Vous nous annoncez souhaiter modifier l'écriture de l'article afin de rectifier les incertitudes juridiques qui pèseraient. Mais il reviendra toujours au juge d'arbitrer entre plusieurs principes constitutionnels. Ces arbitrages ne garantissent pas une priorité à un quelconque principe sur un autre, mais répondent à une interprétation d'équilibre. D'un autre côté, selon votre analyse même, cette formulation avec le terme de garantie, je cite, « faciliterait l'engagement de la responsabilité des personnes publiques, voire même attribuerait une forme de priorité à la préservation de l'environnement. » Qu'en est-il alors ? Texte trop incertain ou texte trop prescripteur ? Vous savez, on dit souvent « 2 médecins, 3 avis ». Le consensus des juristes constitutionnalistes n'est évidemment pas au rendez-vous sur le sujet, malgré ce que vous avez dit. Cette réforme, telle que libellée par le texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale, est au pire présentée même par certains d'entre vous comme inutile. Mais votre souhait de modification montre bien qu'au contraire, vous l'analysez comme une mesure forte, ayant un impact réel que vous cherchez à atténuer. Ce terme de garantie vous fait peur, autant que l'idée de proposer au référendum une modification issue d'un processus de démocratie participative. Nous, groupe écologiste, territoire et solidarité, nous positionnons pour autant clairement pour le terme « garantie ». Sur cette inquiétude, vous revenez assez vite en admettant choisir une formulation plus sobre. S'il est une formulation plus sobre, c'est bien que la rédaction originale est plus percutante. En demandant une modification de ce texte si minime dans l'impact réel que vous lui supposez, ou si grand, je ne sais plus en fait sur quel aspect de votre raisonnement contradictoire vous vous situez, vous ne permettez pas a priori son adoption en termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale. Ainsi, la tenue du référendum serait plus que compromise. De la sobriété, nous voici passés à l'abstinence. Sauf qu'aux dernières nouvelles de la planète Macron, on ne sait plus si dans ce grand marché de dupes, tout ce qui compte n'est pas d'aller au référendum, quoi qu'il en coûte, Merci, cher pour collègue, le climat et la planète, quel que soit le texte, afin de pouvoir communiquer politiquement. Nous voterons donc contre cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
il n'est pas illégitime d'avoir des inquiétudes sur la rédaction que nous propose le gouvernement. Lorsque monsieur le garde des Sceaux nous dit on va continuer à concilier de la même manière les objectifs de nature constitutionnelle. On n'hiérarchise pas. Mais on va plus loin, on a du mal à comprendre. Enfin, au moins, on bouge. Et là où il n'y a pas de doute, c'est sur l'effet de l'amendement de notre rapporteur. Là, on ne fait plus rien. Si vous n'étiez pas un rapporteur, mais que vous étiez dans l'hémicycle et que vous nous proposiez cet amendement, vous feriez comme ce que vous avez dit tout à l'heure sur le principe de non-régression. C'est satisfait par le droit en vigueur. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, notre collègue Philippe Bas l'a dit en commission, quand on supprime le venin de la proposition du gouvernement, il ne reste plus grand-chose. Bon. Donc, en fait, on ne bouge pas. Et est-ce qu'il faut ne pas bouger ? Finalement, tout le monde a été d'accord pour dire que la Charte de l'environnement 2005 a été un progrès. On doit quand même constater que ça ne suffit pas. Il suffit de voir que l'affaire du siècle montre que les politiques publiques qui sont aujourd'hui menées ne permettent pas et n'imposent pas au pouvoir public de respecter les obligations conventionnelles et internationales de la France. Donc, il y a besoin de changer. Et ce que nous proposons pour changer, mais vraiment en innovant, c'est de constater que ce qui nous préoccupe tous ici, eh bien, c'est la préservation d'un certain nombre de biens communs qui sont aujourd'hui menacés parce qu'on constate qu'ils ne sont pas infinis. Et ces biens communs, c'est justement ce que propose l'amendement du groupe socialiste. La santé, le climat, l'eau, tout ce qui est nécessaire pour la vie, partout sur la planète. Et cet enjeu, il dépasse tous les pays. Il n'est pas protégé par les frontières. Nous ne trouverons pas une solution tout seuls. Et si nous voulons être fidèles à notre histoire universaliste, alors oui, aujourd'hui, il faut innover et il faut intégrer dans notre Constitution ce qui est absolument indispensable, et comme l'a dit notre collègue Nicole Bonnefoy, qui marque bien notre intégration à cette inquiétude aujourd'hui de constater que face à ce destin commun de l'humanité qui nous touche tous, eh bien, nous serions quand même bien inspirés de mettre dans notre Constitution qu'il faut trouver des solutions pour l'ensemble de l'humanité en intégrant cette notion de bien commun. Merci, Monsieur Sueur. Monsieur le Président, mes chers collègues, à ce stade, j'ai juste une question à poser à notre président rapporteur. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous présentez cet amendement numéro 2. Et comme je ne le comprends pas, je vous remercie de bien vouloir l'expliquer avant le vote. En effet, je comprends ce que vous dites sur le verbe « garantir ». Très bien. Mais ce que vous nous proposez, c'est d'écrire que la Constitution préserve l'environnement dans les conditions prévues par la Charte pour l'environnement. Comme la Charte pour l'environnement a valeur constitutionnelle, elle fait partie du bloc constitutionnel, vous nous proposez d'écrire dans la Constitution qu'il faut respecter la Constitution. Vous nous proposez d'écrire dans la Constitution un article qui dit que la Constitution s'applique. Ça s'appelle une aporie, c'est-à-dire que ça n'apporte rien. Je ne comprends pas ce que ça apporte. La Charte pour l'environnement, elle existe et je ne vois pas pourquoi il faut dire cela. Donc, Monsieur le Président rapporteur, si vous pouviez m'éclairer, car je ne le suis toujours pas. Je n'ai pas entendu un argument, mais pas un seul, depuis le début du débat qui permette de justifier cela. Alors que j'ai écouté ce qu'a dit Madame Nicole Bonnefoy, mais si, écoutez, ce qu'a dit le président Patrick Kanner, cette idée de bien commun de l'humanité est une belle idée. Regardez l'histoire. Tous ceux qui, depuis près de 2 siècles, se battent pour l'action sociale, tous ceux qui sont dans des politiques progressistes, ils sont dans cette inspiration.
le but de la politique, c'est finalement le bien commun, non seulement d'une partie des Français, mais de tous les Français, des Européens, de l'humanité. C'est une belle idée, elle est forte. Et je trouve que tant qu'à écrire quelque chose, j'ai fini, plutôt que d'écrire l'aporie que présente M. Buffet, qui ne sert à rien... Il faut conclure, chers collègues. Ce serait mieux, Monsieur le Président, vous avez bien compris, d'écrire quelque chose qui ait cette force, le bien commun. Merci. Madame la présidente Assassi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant profiter en fait de cet échange pour dire les raisons pour lesquelles, en fait, tout simplement pour clarifier notre position. Je l'ai dit, pour notre part, nous avons fait le choix non pas de nous inscrire dans la modification de l'article 1er de la Constitution, mais bien de renforcer la Charte de l'environnement. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi faire comme ceci ? Alors qu'au final, la portée juridique est la même. Et bien, tout simplement, c'est parce que nous considérons qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, de conserver le rôle, de conserver, j'oserais dire, la dimension de la Constitution telle que nous la connaissons. Et même si je dois vous l'avouer, mais vous ne le répéterez pas, pour notre part, nous voudrions la changer. Je veux le redire ici car j'ai le sentiment que certains oublient la portée de l'article 1er de la Constitution. L'article 1er définit bien les valeurs de la France. Et au-delà de la puissance symbolique, il ne s'agit pas d'inscrire des principes d'action dans cet article, mais bien des valeurs telles l'unicité et l'indivisibilité de la nation. Et nous considérons que la Constitution a pour objectif non pas d'énoncer des politiques sectorielles pour faire en quelque sorte cliquer, mais bien de définir le rôle des pouvoirs publics et leurs relations entre eux. Et c'est pour cette raison, je le redis, que nous avons fait le choix non pas de renforcer l'article 1er de la Constitution de considérants environnementaux, mais bien de compléter la charte de l'environnement, tout simplement pour lui donner une pleine puissance. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Richard. Monsieur le Président, mon explication de vote est purement personnelle. Et je souhaite exprimer ma distance et mon incompréhension quant à l'objet même de cette réforme constitutionnelle, qui a un caractère proclamatoire et, à mon avis, peu productif. Au fond, tout ça relève de la relation qui vient d'expliquer avec beaucoup de clarté et de justesse Madame Assassi à l'instant, entre la Constitution et l'action publique. Celle dont nous parlons, l'action pour soutenir la biodiversité, pour prévenir le changement climatique, elle est multiforme, elle est en recherche permanente, elle est aussi négociée. Elle exige un approfondissement scientifique constant, qui est loin d'être terminé. Il n'y a pas de vérité révélée. On pourrait en citer de multiples exemples, mais je mentionne simplement un. Quand on a la curiosité d'approfondir un peu le code de l'environnement, c'est un code fait uniquement de procédures, il n'y a pas une règle de fond. Et il y a des procédures très protectrices préalablement à la plupart des projets en matière de préservation de l'environnement, de l'entourage du projet. Et comme par hasard, on a été obligé d'y mettre une quantité de clauses dérogatoires pour protéger moins l'environnement et la biodiversité. Là, on avait besoin d'équipements favorables à l'environnement, comme par exemple des installations de production d'énergie ou des installations d'épuration de l'eau. Donc, de vouloir résumer et contraindre par un seul terme, comme le terme de garantie de la biodiversité, l'ensemble de ces politiques est contre-productif pour atteindre l'objectif de notre efficacité contre le changement climatique. Ce sont les politiques industrielles, ce sont les politiques agricoles, ce sont les politiques d'aménagement. Et la biodiversité, puisqu'il faut en parler, est connue de façon encore extrêmement imparfaite. Si vous approfondissez
vos analyses de cette question, et si vous lisez la littérature scientifique, vous apercevez de l'énormité des zones d'incertitude. Donc, il me semble que contraindre l'ensemble de ces politiques dynamiques et évolutives dans un seul terme, la garantie de la biodiversité, c'est celui qui me paraît le plus contre-productif et, me semble-t-il, une erreur profonde quant à ce qu'est le rôle d'une constitution. Monsieur Labbé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai expliqué pourquoi je ne m'exprimais pas tout à l'heure et je ne participerai pas au vote. Évidemment, sur cet amendement numéro 2, je vais voter contre. Chacun appréhende ou pense la situation en fonction de ses propres convictions. Je fais partie de ceux qui nous estimons, comme une partie de la population, en situation de péril par rapport au climat, par rapport à la biodiversité. Le ministre Richard Dunon, il faut relativiser tout ça. Scientifiquement, c'est prouvé et qu'il y a urgence. Alors, lorsque dans votre texte, vous faites référence à la Charte de l'environnement, qui a été un progrès à l'époque, eh bien, la Charte de l'environnement, entre 2004 et 2020, vous avez vu comment la situation a continué de se dégrader. On a parlé démocratie. Il ne faut pas oublier, les uns et les autres, quelles que soient nos façons de penser, que 50% de la population ne s'intéresse plus à la politique. Est-ce qu'une démocratie peut fonctionner comme ça? Nos jeunes générations ont besoin de projets collectifs. Et s'il y avait moyen d'envoyer vers ce type de projet collectif, sauver la situation, sauver l'humanité. Nos jeunes générations sont en attente de ça, en attente de signes, en attente de symboles. Une société dont les enfants, des jeunes couples de la génération de nos enfants, j'en connais plusieurs, disent des enfants, nous, on n'en aura pas. Parce qu'on ne veut pas les mettre dans un monde pareil. Il y en a de plus en plus. Une société qui en est là par rapport à ces jeunes générations doit se mettre en question. Et véritablement, c'est vers une nouvelle société qu'on doit avancer et avancer ensemble. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix tout d'abord les 3 amendements communs. Et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur les amendements identiques 2, 3 et 5, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici les résultats du scrutin 117 sur les amendements identiques 2, 3 et 5. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 339. Pour l'adoption 216, contre 123, le Sénat a adopté. Et ainsi, les amendements 13 et 11 tombent. L'amendement 15, M. Benarroche. De vivre dans un environnement sain et sûr. Les liens entre santé, sécurité et environnement ne sont plus à démontrer. Aussi, notre groupe écologiste Solidarité et Territoires demande la consécration au rang constitutionnel du droit des générations actuelles et futures à vivre dans un environnement sain. Les nombreuses atteintes à la biodiversité et à l'environnement pourraient à terme générer la destruction de l'humanité. Ainsi, la France doit mettre tout en œuvre au niveau de ses politiques environnementales nécessaires afin de limiter l'impact des activités humaines à un niveau permettant à l'humanité de disposer des fonctions essentielles de la biosphère. Cette affirmation est surtout une position intergénérationnelle. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a, le 30 octobre 2018, publié ses craintes quant aux effets de la dégradation de l'environnement. La dégradation de l'environnement, le changement climatique et le développement non durable comptent parmi les menaces les plus imminentes et les plus graves qui pèsent sur le droit à la vie des générations actuelles et futures. Nous souhaitons ainsi rappeler l'impact de nos décisions actuelles et leurs conséquences sur les capacités des générations futures à vivre dans de bonnes conditions environnementales. Ce droit à un environnement sain, dans lequel on peut inclure le droit à l'eau, à un air non pollué, au bénéfice de la biodiversité, a été reconnu en France et est inscrit dans la Charte de l'environnement de 2005. Il convient cependant de renforcer sa portée juridique en érigeant ce droit en principe constitutionnel, inscrit à l'article 1er de la Constitution.
Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable. En réalité, je pense que le souhait de notre collègue est satisfait. Il suffit de lire le dernier alinéa du préambule de la Charte de l'environnement de 2004 qui dispose qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Je crois que les choses sont claires. Avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. C'est la même position, Monsieur le Président, que celle de Monsieur le rapporteur, et pour exactement les mêmes raisons. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 15 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 16, M. Benarroche, toujours. Oui, merci. Après satisfait et superflu, j'attends le troisième S. C'est le principe de non-régression. On en a un peu parlé tout à l'heure, bien entendu. La gestion d'un futur durable doit permettre de garantir que les acquis environnementaux ne soient pas remis en question. Le principe de non-régression protège, comme je viens de le dire, les droits des générations futures en renforçant les exigences écologiques dans la prise de décision. L'effectivité d'un droit humain à l'environnement ne devient réalité qu'à la condition d'une garantie juridique que chaque avancée pour la préservation de l'environnement ne puisse pas être mise en cause. Ce principe n'implique pas une impossibilité d'action de la part des autorités, mais crée une obligation positive, notamment pour le législateur, de ne pas dégrader les avancées écologiques. Toutefois, en dépit de l'urgence climatique, certaines décisions législatives ou réglementaires sont moins disantes au niveau environnemental. Et ce retour sur la protection de l'environnement et de la biodiversité nous apparaît insupportable. Au vu des dernières décisions qui ont permis, par exemple, aux juges de valider ce retour en arrière sur la limitation des néonicotinoïdes, il est essentiel de marquer qu'à défaut de faire plus, on ne peut pas se permettre de faire moins. Monsieur le rapporteur, sur l'amendement 16. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable. Je rappelle que c'est le même argumentaire que pour l'amendement numéro 9 tout à l'heure de Mme Assassi. Et de ce fait, nous confirmons cet avis défavorable. Puis je rappelle qu'il faut bien se mettre en tête l'article 2 de la Charte qui est parfaitement clair également sur ce point. Merci, Monsieur le ministre. Oui, moi non plus, je n'ai pas changé d'avis entre l'amendement numéro 9 et l'amendement numéro 16, défavorable. Merci. Donc je mets aux voix cet amendement 16 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 6, M. Guillaume. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition du Président de la République d'inscrire dans l'article 1er de la Constitution l'engagement du pays en faveur de l'environnement et dans la lutte contre le dérèglement climatique nécessite, pour avoir quelque chance de réussite, que soit associé à cette vertueuse démarche l'ensemble de nos concitoyens et de leurs institutions. Les Françaises et les Français se sont déjà largement exprimés sur ce sujet et se le sont appropriés lors du grand débat ou par l'intermédiaire de la Convention citoyenne pour le climat, souhaitant recourir à un référendum. Il convient maintenant d'y associer, du fait de l'organisation décentralisée de la France, tous les territoires dans leurs forces et leur diversité, au regard du défi que l'humanité devra relever. Mais pour cela, la France doit veiller également à la santé et au bon équilibre de ces territoires pour que tous apportent collectivement leur contribution, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Urbains parce que destinés à recevoir tout type d'habitat. Ruraux pour permettre la production agricole indispensable à notre survie. Et d'espaces naturels contribuant aux objectifs du maintien de la diversité biologique, porteurs de services écosystémiques rendus par la nature. Il existe donc bien un lien intime et subtil qui relie environnement et territoire. Un lien déjà bien pressenti par l'Association des maires ruraux de France et par l'Agence nationale de la cohésion territoriale, déclarant faire de la transition écologique un moteur de la cohésion des territoires. Il s'agit donc ici, par cet amendement, de faire en sorte que la cohésion des territoires soit le moteur de la transition écologique. C'est le sens de cette proposition additionnelle de modification du texte 1958, afin de prendre en compte dans la Constitution l'indispensable dimension spatiale
et territoriale de notre pays. Dans cette approche environnementale, nous devons mettre toutes les chances de notre côté et corriger le modèle de société qui est le nôtre, en se souvenant de la citation de Hubert Reeves. Actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable sur un amendement dont je voudrais dire qu'il est complexe dans sa rédaction. Pour autant, il vise d'abord à inscrire dans l'article 1er de notre Constitution que la France reconnaît la diversité de ses territoires. La question, c'est quels effets juridiques on peut attendre de ce type de cet acte de reconnaissance pris en lui-même. C'est assez compliqué. La seule référence récente que nous avons eue dans les travaux qui ont été faits dans cette maison, c'est la proposition de loi constitutionnelle du président Larcher et de notre collègue Philippe Bas qui avait été adoptée le 3 février 2015, qui faisait référence effectivement à cette notion-là, mais pour mieux permettre la représentation de ces territoires au sein de notre Assemblée, ce qui n'était pas tout à fait la même chose, mais c'est une référence qui était claire et précise. La deuxième chose, c'est que l'amendement prévoit que la France assure la cohésion de ces territoires par un développement social, économique et environnemental équilibré. Ce n'est ni plus ni moins que les dispositions de l'article 6 de la Charte de l'environnement qui, on le redit une fois de plus, fait partie de notre bloc constitutionnel, donc qui est complètement aujourd'hui admise en tant que telle. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui fait que, parce qu'il faut concilier ces trois éléments, nous avons préféré inscrire préserver plutôt que garantir. Je le redis tout à l'heure. Je redis ce que je dis tout à l'heure, d'ailleurs. Et puis, quant à l'objectif de cohésion des territoires, il nous paraît pas suffisamment bien défini pour rentrer également au rang constitutionnel. Peut-être rappeler avant de conclure que la solidarité entre les citoyens français, quel que soit le lieu où ils habitent, est d'ores et déjà protégée par de nombreux principes constitutionnels. Donc c'est une demande de retrait, ce qui serait le plus simple, à défaut un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre. Oui, c'est un avis similaire à celui qui vient d'être développé par monsieur le rapporteur, pour d'ailleurs les mêmes raisons. Merci, monsieur Guilleul. Cet amendement est porteur d'une centaine, voire plus, de maires et de petites communes. Par conséquent, je ne le retirerai pas. Et la nécessité de reconnaître la diversité des territoires permet de tendre vers l'équité de ces territoires, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc il n'est pas retiré, donc je le mets aux voix, l'amendement 6, avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article unique. Qui est pour cet article unique? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi constitutionnelle, et je rappelle aux collègues que c'est un scrutin public qui est ordinaire, qui est de droit, est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Président Caner. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux. Quel gâchis, mes chers collègues. Quel gâchis. Une grande idée, une grande cause va exploser en plein vol ce soir, dans l'incrédulité de nos concitoyens, très largement favorables à cette prise de conscience environnementale qui, finalement, à quelques exceptions près, y compris sur notamment les bancs de l'extrême droite, est partagée par cet hémicycle. Non, mais ne vous sentez pas visée, Madame Gatel? À qui la faute? À qui la faute, mes chers collègues? Sûrement à l'exécutif, Monsieur le garde des Sceaux, qui, dans un cynisme assumé, n'a pas pris les voies et moyens pour arriver à un vote conforme entre les deux chambres, tout en dramatisant finalement la situation politique par le recours officiel au référendum à 6 mois de l'échéance présidentielle, en espérant finalement officieusement qu'il ne puisse pas avoir lieu. Monsieur le garde des Sceaux, la manipulation de l'opinion et l'instrumentalisation du Parlement n'est pas à votre honneur, et encore moins à celui du chef de l'État. Je me retrouve totalement dans l'analyse qui a été présentée tout à l'heure par notre collègue Éric Kerrouche dans la discussion générale. Mais sûrement aussi, mes chers collègues, ce crash dû à la droite sénatoriale.
Eh oui, qui s'est engouffré dans le piège avec une forme de délectation pour s'opposer institutionnellement à cette tentative de modification de l'article 1er, tout en décrédibilisant un processus participatif qui méritait manifestement plus de reconnaissance de votre part. Eh bien, mes chers collègues, devant cette situation provoquée par la majorité présidentielle et par la droite sénatoriale, nous vous laisserons dos à dos en nous opposant au texte issu des débats de ce soir, qui se conclut encore une fois par un crash politique incompréhensible pour nos concitoyens. La protection de la planète, la notion de bien commun défendue par notre collègue Nicole Bonnefoy méritait sûrement mieux dans l'esprit des accords de la COP21 que nous avons portés dans le quinquennat précédent. Je vous remercie. Merci, Madame Havet. Je vous remercie. Mes chers collègues, dans certains cas, notre Haute Assemblée bénéficie d'une forme de dernier mot. Comme les lois relatives au Sénat, la Constitution ne peut être modifiée sans l'aval des sénateurs et sénatrices. Ce soir, c'est le constat d'un désaccord entre les deux chambres sur le contenu de la version du texte à soumettre aux Françaises et aux Français par la voie référendaire. La rédaction proposée par nos rapporteurs et les groupes LR et UC, cela a été dit par d'autres avant moi, interroge à plusieurs égards. À la lecture de l'objet de l'amendement, nous apprenons que ses auteurs revendiquent le fait que la rédaction qu'ils proposent ne produira pas d'effet juridique nouveau. Nous passerons donc, via cette réécriture, d'une prétendue incertitude sur les effets de la révision initialement proposée à une apparente certitude sur l'absence de portée juridique de la rédaction qui sortirait du Sénat. En poussant le raisonnement jusqu'au terme du processus, soit jusqu'à la perspective du référendum que nous souhaitons tous sur ces bancs, si j'ai bien compris, une question se pose donc nécessairement. Soutenir le oui au projet de révision dans la rédaction que nous votons ce soir consisterait à convaincre les citoyens de se rendre aux urnes pour approuver une révision constitutionnelle, dont l'auteur affirme qu'elle n'aurait pas de portée. Nous le comprenons mal, au regard de l'objectif a priori partagé de mobiliser autour d'un référendum les citoyens français sur l'enjeu en présence. Pour ces raisons, notre groupe votera majoritairement contre la version proposée par la majorité sénatoriale, qui ne nous apparaît pas suffisamment protectrice au regard de l'ambition qui est la nôtre. Et je regarderai encore quelques photos ce soir prises par Thomas Pesquet. Notre planète, quelle beauté, quelle fragilité aussi, et nous devons aller plus loin. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Estrosi Sassone. Merci, Monsieur le Président. Nous achevons donc ce soir l'examen du projet de loi constitutionnelle, article 1er de la Constitution, et relatif à la préservation de l'environnement, qui est le fruit d'une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Je ne reviendrai pas sur les circonstances ayant conduit à cette révision. Je tiens simplement à rappeler qu'à l'heure où la légitimité de nos institutions est parfois contestée, recourir au tirage au sort apparaît une bien mauvaise idée. Reprendre sans filtre une proposition constitue un affaiblissement des pouvoirs du constituant. Votre inflexibilité sur le texte soumis à l'examen du Parlement, Monsieur le garde des Sceaux, confirme cet affaiblissement et nous le déplorons solennellement. Nous voyons d'ailleurs bien dans quel piège le gouvernement s'est placé. Vous soumettez à la discussion de la représentation nationale un texte qui n'a pas vocation à évoluer. Quelle conception du débat parlementaire vous faites-vous donc ? Les propos rapportés de l'Élysée le démontrent. Il n'y aura pas de référendum parce que cette révision n'était qu'un moyen facile de donner des gages aux conventionnels tout en se défaussant sur le dos du Sénat. La manipulation est grossière et aventureuse. Qu'a voulu faire notre groupe sur ce texte ? La droite républicaine a défendu ce soir une écologie de progrès au service de tous nos concitoyens. Cette vision de l'écologie ne peut être que conciliée avec d'autres déterminants de notre prospérité, notamment le développement économique et le progrès social. C'est du reste ce que rappelle l'article 6 de la Charte de l'environnement dans la définition qu'il donne du développement durable.
C'est cette conciliation que notre groupe a voulu assurer dans la révision constitutionnelle qui nous était soumise, et je tiens tout particulièrement à saluer le travail de nos deux rapporteurs, François-Noël Buffet et Guillaume Chevrollier. La modification de l'article 1er adoptée par notre Assemblée lève ainsi toute ambiguïté juridique, car nous ne voulons pas, comme le rapporteur l'a soutenu, constitutionnaliser le doute. Elle permet aussi un renvoi express à la Charte de l'environnement. Le travail du Sénat est ainsi bénéfique à double titre. D'une part, nous introduisons à l'article 1er de notre norme suprême la question environnementale, tout en évitant d'autre part de laisser au juge constitutionnel un trop fort pouvoir d'interprétation au détriment de l'action des entreprises et des collectivités. La balle est désormais dans le camp du gouvernement et de sa majorité. À vous de prouver que toute cette opération n'était pas simplement qu'un jeu cynique visant à contester les droits souverains du Parlement. Bien entendu, nous voterons le texte ainsi modifié par le Sénat. Merci, chers collègues. La parole est au président Gontard. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je vais d'abord regretter... Je trouve un énorme gâchis, parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir un débat, élever le débat quand même sur une réforme de la Constitution qui était importante, qui était de modifier l'article 1. Et quand on touche à la Constitution, ce n'est pas pour rien. C'est pour effectivement avoir des résultats, c'est pour que ça serve à quelque chose. Et ce que j'ai entendu de votre côté, à droite, c'était quoi? C'est de dire, non, ce que vous nous proposez, c'est trop contraignant. Ça amène à une obligation de résultat, mais oui, bien sûr, c'est ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une obligation de résultat, et c'est justement ce terme « garantir » dans la Constitution qui permettait ça. Donc, je ne reprendrai pas les mots de Jean-Pierre Sueur, mais qui était exactement celui-là. Pourquoi vous avez fait cette modification? Ce que vous nous proposez ce soir, je dirais, ne sert à rien, et on ne touche pas la Constitution pour rien. Donc il fallait mieux en rester là, voter contre, et puis c'est tout. Si vous ne vouliez pas de référendum, si vous ne refusiez le débat démocratique avec nos concitoyens, il fallait le dire clairement. Moi, je le regrette. Je pense qu'il y avait un débat. Oui, on avait un débat dans notre pays à avoir sur, effectivement, est-ce qu'on veut que cette question de la prise en compte de l'environnement, de la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce qu'on doit avoir quelque chose de contraignant? Oui, c'est un vrai débat. Il fallait qu'on puisse le soumettre auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Vous ne l'avez pas souhaité, vous ne le voulez pas. Il faut maintenant l'assumer. Alors ensuite, la position du gouvernement et du président de la République, qui savait très bien, ce président de la République, puisque après avoir convoqué 150 citoyens qui ont proposé 149 propositions, il n'en garde que 14 dans un texte, et la seule proposition dont on pouvait s'attendre qu'elle serait retenue, voilà, on sait très bien qu'on n'ira pas au référendum, il le savait, et on est dans ce jeu de dupes qu'on regrette. En tout cas, nous, le groupe Écologie, Solidarité et Territoires, on a toujours été très clairs. La formulation issue de l'Assemblée nationale était satisfaisante, elle permettait d'avancer clairement, nous la soutenions. Bien sûr qu'on a fait des propositions pour aller plus loin, et on en fera et on continuera à en faire, mais on regrette clairement le résultat de ce soir. Merci. Monsieur Benarroche. Monsieur le Président, merci. Notre monde est en danger, il faut le sauver. Nous l'avons entendu souvent ce soir. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce constat. En tout cas, nous sommes tous d'accord pour l'énoncer. Je l'ai entendu de beaucoup d'entre vous sur tous ces bancs. Je pensais qu'il était admis, qu'il était possible de concevoir que pour arriver à faire un pas pour sauver ce monde et cette planète, il était nécessaire de considérer qu'il y avait effectivement des priorités et que parmi ces priorités figuraient celles qui consistaient à préserver l'environnement, la biodiversité et à lutter contre le changement climatique. Nous avons donc loupé cette possibilité d'avancer ce soir, mais ce qui me chagrine profondément, c'est que nous ne l'avons pas loupé pour des raisons de fond. Nous l'avons loupé pourquoi ? Parce qu'en fait, je dois vous le dire, Emmanuel Macron, le gouvernement et la droite républicaine s'appuient les uns sur les autres en espérant chacun tirer un profit politique de cet enfumage. Les citoyens jugeront. En ce qui nous concerne, le groupe Écologie, Solidarité et Territoires, nous voterons contre
le projet tel qu'il nous est présenté, contre ce qui ressemble à une tentative de faire échouer un appel et un recours aux citoyens et au peuple. Nous voterons contre cette ambition que vous avez de proposer une modification qui n'en est pas une. Nous voterons contre une proposition qui ne prend pas la mesure de l'urgence climatique. Nous voterons contre un positionnement caricatural face à la priorité de l'urgence écologique. Nous aurions souhaité voter pour garantir la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Mes chers collègues, Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je voudrais dire que personne ici n'a le monopole de l'environnement. Plusieurs de nos collègues ont exprimé ce que nous portons dans nos territoires, dans notre action, y compris d'élu local, un modèle de développement durable qui passe l'homme au cœur de la société, au cœur de son environnement, mais qui ne saurait se développer, qui ne saurait croître sans prendre en compte à la fois une dimension sociétale et une dimension environnementale. Beaucoup ici ce soir ont parlé de démocratie, confondant parfois la démocratie participative et la démocratie représentative. Je suis, comme beaucoup ici, très attachée à l'écoute de nos concitoyens et à la démocratie participative, considérant que ce n'est pas parce que nous sommes des législateurs que nous avons le monopole du savoir. Toutefois, mes chers collègues, si vous êtes autant attachés au respect de la démocratie représentative et de la consultation citoyenne, vous devriez pour le moins avoir le même respect et la même exigence de droit d'expression pour le Parlement, qui est la démocratie représentative, qui a été élue par nos concitoyens. Enfin, mes chers collègues, vous ne pouvez pas instrumentaliser nos votes comme vous le faites. Non, non, je vous le dis très sincèrement, parce que vous sortez d'ici en disant qu'il y a d'horribles conservateurs et des massacreurs au Sénat qui n'ont rien à faire de l'environnement et de l'avenir. C'est totalement faux, mes chers collègues. Je crois qu'ici, sur tous les bancs, chacun d'entre nous a démontré qu'il était aussi profondément attaché à l'environnement, mais que vous avez un modèle qui est parfois extravagant, voire caricatural, et qui simplement est une forme de bien-pensance que nous ne pouvons pas accepter. Merci. Merci, chers collègues. La présidente Assassi. Oui, mais s'il vous plaît. Rapidement, Monsieur le Président, je vais rebondir sur ce que vient de dire Madame Gatel. Madame Gatel, la question ici n'est pas d'opposer la démocratie participative à la démocratie représentative. L'une, la première, nourrit l'autre. Et moi, je me félicite que 150 citoyens, quoi qu'en pensent certains ici, aient pu se réunir, élaborer des éléments de réflexion, de proposition sur une question quand même qui nous semble à toutes et à tous ici fondamentale, qui est celle de l'écologie, de l'environnement, etc., etc. Donc moi, je me félicite de ce travail. Ce qui me pose problème, c'est l'utilisation politicienne qui a été faite de cette convention citoyenne, que ce soit sur les bancs en face ou sur d'autres bancs. Chacun veut faire de cette convention citoyenne sa convention citoyenne. Mais c'est une convention citoyenne avec des gens, je le répète, qui ont émis un certain nombre de propositions. Ce qui s'est passé ce week-end dans un journal du dimanche, qui n'est pas l'Humanité Dimanche, est quand même assez illustratif de cette utilisation politicienne qui a été faite par le gouvernement, par l'exécutif, de ce projet de loi. Tout a été fait, que ça plaise ou non à certains ici, tout a été fait ce week-end pour plomber le débat, pour mettre en évidence qu'il s'agit effectivement d'un jeu de dupes, et nous ne sommes pas tombés dans le piège de ce jeu de dupes. Moi, je l'ai dit, mon groupe, nous étions contre la proposition telle que proposée par le gouvernement, et nous sommes contre la réécriture qu'on a été faite par la majorité sénatoriale. Mais, mes chers collègues, je vous rappelle quand même quelque chose, parce que personne n'en a parlé. Nous allons avoir un texte d'importance qui va venir en débat au Parlement
le projet de loi sur le climat. Et là, je pense qu'au-delà de l'utilisation politicienne que certains font de ce projet de loi constitutionnel, nous aurons un vrai débat de fond sur ce que les uns et les autres portent en termes de propositions sur la question fondamentale pour nous, mais aussi pour toute la planète, de l'environnement, de l'écologie, du climat, etc. etc. Donc, je vous le dis sincèrement, ne nous trompons pas de débat. Merci, Madame la Présidente. Donc, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi constitutionnelle. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin 118 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 336, pour l'adoption 212, contre 124, le Sénat a adopté.